Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de localisation, donc localisation sous différentes formes. Alors, je refais un point sur cette localisation. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, j'avais eu des discussions un petit peu tendues avec des personnes qui ont vraiment un aspect bloqué sur la localisation et qui ne considèrent pas du tout le cash flow positif. Alors moi je vais vous donner mon avis et je vais exposer deux points importants en ce qui concerne la localisation. Pour moi il y a deux choses à différencier et on essaiera de mettre en avant quelle est l'importance de celle-ci et comment. Écoutez, ça se passe tout de suite après. Alors, quand on pense localisation, la première des choses, enfin en tout cas moi, la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est acheter un immeuble ou on va parler d'immeuble, même si c'est un appartement, c'est pareil. Donc la première des choses qui vient à l'esprit, c'est acheter évidemment à un endroit où on est sûr de louer. Donc là, moi, dans un premier temps, je vais parler de la localisation dans la ville ou autour de la ville. Donc effectivement, quand on pense à cette localisation-là, on peut parler du centre-ville, on peut parler des choses un petit peu excentrées, on peut parler de choses un petit peu excentrées avec des dehors de l'herbe ou des cours qui sont bétonnés mais qui donnent de la valeur aux biens immobiliers. On peut parler aussi de quartiers dans lesquels vous allez louer, je ne sais pas, par exemple une petite maison que vous avez achetée. On peut aussi parler de quartiers résidentiels, etc., etc. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, en fonction de l'endroit où vous allez acheter, il va y avoir des locations qui vont se faire différemment. Je fais une parenthèse tout de suite d'ailleurs à ce sujet. Quel que soit l'endroit où vous achetez, vous devez avoir fait des tests pour la location. Aucunement vous estimez louer 400 € alors que vous allez louer que 340. Ça doit quand même être testé avant. Pourquoi? Parce qu'on va entendre des choses de la part d'agences ou on va voir des choses sur Le Bon Coin de personnes qui n'ont fait aucun test. Alors qu'il suffisait de faire un test pour savoir exactement combien on pouvait espérer louer. Donc ça, je le redis, mais c'est très important et que ce soit n'importe où. Donc, j'ai envie de dire, quand on pense à la localisation par rapport à une ville, effectivement, on se dit tout de suite que d'avoir un immeuble proche du centre-ville, ça va être intéressant, que ce soit pour la location courte durée ou peut-être même de la location à long terme. Alors oui, quand on est en centre-ville, c'est vrai qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Mais il faut savoir qu'il y a une multitude d'autres choses à faire qui en s'écartant un petit peu du centre-ville. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon les centres-villes seraient bouchés et en dehors il n'y aurait plus rien. Donc c'est pas tout à fait ça la réalité des choses. Donc par exemple pour les grandes villes, vous pouvez totalement acheter en deuxième couronne ou en troisième couronne. C'est souvent même très intéressant puisque vous allez avoir les prix des biens immobiliers qui vont diminuer et ça n'empêche que vous allez louer quand même un certain montant qui sera intéressant. Donc il faut trouver cet équilibre entre la localisation dans la ville et le fait de louer à un certain prix. Ça ne change rien, si vous voulez, ça ne change rien au calcul à établir au préalable. Pour respecter la règle des 70 par exemple, vous devez savoir combien vous allez payer évidemment et combien vous pouvez espérer louer les biens que vous allez avoir. Donc à ce sujet-là, ce qui peut changer aussi effectivement, c'est la taxe foncière en fonction de la localisation. Souvent de fois, dans des rues un peu cotées de ville, on paye plus cher de taxe foncière. Ce qui peut changer aussi effectivement, c'est pour la revente, on peut estimer qu'un bien situé en centre-ville sera plus facile à revendre. Pourquoi? Parce qu'on a tout de suite une image des choses qui se louent bien et des gens plus tard qui seront prêts à racheter parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun risque en achetant ce type de bien. Donc ça c'est vrai, si on pense à la revente à ce moment-là, ça peut être d'autant plus intéressant d'être situé en centre-ville. Mais ce n'est pas la seule chose. Et je vais justement venir sur une deuxième partie qui est un point qui divise énormément, sur lequel on entend beaucoup de choses, pas forcément leur contraire, mais beaucoup de choses qui sont à mon sens un petit peu erronées. C'est justement la localisation, mais on va dire peut-être en France par rapport aux villes. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes qui disent que même si on a des biens qui dégagent un gros cash flow, le fait qu'ils soient dans des villes qui n'ont pas réellement d'avenir ou qui ne se développent pas, ça va poser un problème à la revente. Alors, moi je trouve vraiment qu'il faut regarder ces propos de plus près et faire attention à plusieurs choses. Alors,
Effectivement, quand on achète un bien immobilier, ça peut être quand même intéressant de se dire, là, j'ai vraiment un emplacement qui est pas mal, je sais que je vais bien louer, d'accord, mais je sais aussi que j'aurai certainement pas trop de mal à le revendre. Maintenant, j'ai envie de dire, ni ces personnes-là, ni moi, ne saurons exactement ce que sera la valeur du marché de l'immobilier dans quelques années. Peut-être que ça se revendra au même prix, peut-être que ça se revendra un peu moins cher. Et moi, c'est en ce sens-là que je dis, ce qui est intéressant en immobilier, c'est de faire quand même du cash flow positif tout de suite. Et ça, c'est très important, parce que si vous avez fait du cash flow positif pendant 10 ans, votre bien il sera remboursé par le locataire, vous aurez mis un petit peu d'argent de côté, et j'ai envie de dire, vous en ficherez un petit peu de vendre votre bien peut-être soit au même prix, ou alors pourquoi pas même un peu moins cher que ce que vous l'avez acheté. Ça ne posera aucun problème, puisque ça sera le locataire qui aura payé votre bien, quelque part. Puisque vous rembourserez à la banque, et le locataire vous donnera plus que ce que vous remboursez. Donc, en ce sens, il faut, je trouve, minimiser le fait de l'emplacement et maximiser le rôle du cash flow positif. Les partisans de la méthode inverse qui disent, voilà, moi je préfère privilégier l'emplacement, là je suis sûr de bien revendre, l'immobilier ça va prendre de l'ampleur dans cette ville, le cash flow là c'est pas grave, je mettrai un petit peu de ma poche chaque mois, mais à côté de ça, moi dans 10 ans, je sais que mon bien il aura pris 60 000 euros. Je le répète, cet extrême-là, moi, je cautionne pas du tout, simplement parce que je ne connais pas la valeur des biens immobiliers dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ni même dans 5 ans. Donc, oui, super, il y aura un très bon emplacement, mais ça n'empêche que pour l'instant, c'est un bien qui coûte de l'argent. Donc ça, je trouve pas ça très judicieux. Maintenant, évidemment, je vais tout de suite mettre cette parenthèse, puisque s'il y en a qui m'écoutent, je sais qu'ils doivent bondir dans leur fauteuil. Simplement, oui, il y a des indices INSEE à prendre en compte qui peuvent être intéressants. C'est notamment comment évoluent certaines villes, et soit au niveau de la population, soit au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que ce sont des villes dynamiques? Est-ce que ce sont des villes qui progressent chaque année, ou du moins qui ne régressent pas? Est-ce que ce sont des villes qui ont tendance à avoir de plus en plus de commerce? Est-ce que ce sont des villes dans lesquelles il y a une forte demande locative? Ça, effectivement, je trouve que ce sont des paramètres qu'il convient de prendre en compte. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'achète, même quand j'achète dans des villes qui font 5 000, 6 000, 10 000 habitants, je regarde un petit peu ce qui s'est passé les 20 dernières années en termes j'allais dire de population, mais surtout de grandissement de population. Et j'essaie de voir quand même, j'essaie d'être dans des villes qui au moins ne sont pas en régression. Alors, si on a une augmentation et si on a une dynamique au niveau des mairies, au niveau des entreprises et tout ça, bah, c'est encore beaucoup plus intéressant. Et ça existe. Et c'est en ça que voilà, je veux vraiment pas cautionner ce que j'entends tout le temps. Toutes les villes ne sont pas mortes, il ne faut pas exagérer. Et voilà, les villes qui sont censées disparaître, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on entend ça. Donc voilà, certes, il y a des choses qui disparaissent, il y a des petits bourgs qui disparaissent, des commerces qui disparaissent, notamment peut-être aussi à cause des grandes zones commerciales. Hein. Mais je pense qu'on peut étudier différents paramètres et investir dans des villes à moindre échelle. On n'est pas obligé d'être dans une ville plein centre de Bordeaux ou comme Lyon ou d'autres pour investir et réaliser ces investissements. Et ça, il faut quand même s'en persuader. Donc, quand j'entends dire que le cash flow n'a pas d'importance, moi là-dessus je suis catégorique, c'est tout l'inverse. Le cash flow positif, c'est clair, il a son importance la plus grande. Et il doit être calculé en fonction de la location classique, c'est-à-dire sur du long terme. Et ça, je n'en démords pas. Si vous avez un bien qui tous les jours, ou tous les mois plutôt, vous rapporte quelque chose, tout en vous permettant de payer votre emprunt, payer votre taxe foncière et les frais qui vont avec, vous ne risquez quasiment rien. Puisqu'il y a des risques, mais vous ne risquez quasiment rien dans le sens où ce sont les locataires qui paient et vous, quoi qu'il arrive, vous avez votre bien qui est remboursé. Donc, même si vous deviez le vendre 10 000 euros, un bien que vous avez acheté 50 000, il aurait été payé par quelqu'un d'autre. Donc, limite, ça ne poserait aucun souci après les 15 ans de remboursement ou après les 20 ans de remboursement. Et très sérieusement, je doute qu'il puisse y avoir des chutes aussi significatives du marché de l'immobilier, même dans les petites villes. Voilà. D'ailleurs, ça rejoint une vidéo que j'avais faite où l'importance du premier achat, elle est primordiale. Et ça rejoint aussi une autre vidéo sur l'importance du bon achat. Pourquoi? Parce que si vous faites un très bon achat au départ, ça veut dire que vous n'aurez
même si vous ne faites pas de plus-value plus tard, logiquement, vous n'aurez aucun mal à revendre votre bien, au moins dans les mêmes conditions dans lesquelles vous l'avez acheté. Pour résumer un peu ces points, par rapport à l'INSEE, aux indices INSEE, moi je vérifie si une ville ne perd pas trop d'habitants sur les 20 dernières années, donc pourquoi pas, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de perte d'habitants. Si la ville est dynamique au niveau des entreprises, s'il y a des choses qui se créent, donc une création d'emplois, si la demande locative a toujours existé et si elle est encore sur le marché, si elle existe, ça c'est évidemment très important et on peut aller plus loin en testant exactement la valeur locative, c'est-à-dire combien vous pouvez louer. Aussi, je vérifie, enfin c'est pas je vérifie, c'est je fais en sorte que si j'achète dans une plus petite ville, la rentabilité doit être supérieure. Alors ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est-à-dire si on est dans une plus petite ville, il faut absolument faire encore une meilleure affaire. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a acheté bas et on aura moins de risques de ne pas pouvoir revendre plus tard ou de revendre trop bas par rapport à ce qu'on a acheté. Donc l'idée c'est vraiment d'augmenter la rentabilité. Si vous êtes dans une ville de 5000 habitants, il faut que la rentabilité soit très bonne, c'est-à-dire avoir un immeuble à un très bon prix que vous allez remettre à neuf. Enfin voilà. Alors pour conclure cette vidéo sur les localisations, donc évidemment que si on devait considérer le top du top, ce serait d'avoir un bien très bien placé dans une ville, d'être sur une ville ultra dynamique et dans laquelle la population ne fait que grandir. Ça serait de l'avoir pas cher, de procurer donc un cash flow extrêmement positif, avec une ville en plein développement qui propose plein de choses dynamiques qui vont arriver dans les 10 années. Voilà, donc le pire du pire, c'est d'avoir une ville morte, c'est d'avoir un bien trop cher par rapport à la ville, et c'est en plus qu'il n'y ait pas de demande locative. Donc, simplement, c'est complètement aberrant ce que je dis, c'est peut-être exagéré, mais ça veut dire qu'il faut se fixer des paramètres, regarder un petit peu ces paramètres-là et faire en sorte de trouver la bonne affaire. Vous n'aurez jamais toutes les conditions réunies. Maintenant, comme dans tout investissement, ce qu'il convient de faire, c'est de minimiser les risques. Si vous êtes, je reprends un exemple, moi j'ai investi dans des villes qui sont entre 7000, 10 000, 15 000 habitants, c'est pas énorme. Par contre, je fais en sorte d'avoir des rentabilités qu'on ne peut pas avoir dans des villes qui sont plus grandes. Voilà, donc moi j'ai pris un peu ce parti-là et ça fonctionne. Quand je rembourse 500 € et qu'il me rentre 1000 €, j'estime que je rembourse largement ma taxe foncière et je rembourse largement mon emprunt et que du coup on fait quand même des affaires intéressantes. Donc moi ce que je vous propose, eh bien, écoutez, c'est de télécharger mon livre qui se situe au-dessous, dont le lien se situe au-dessous. Donc 9 étapes essentielles pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Et si vous avez des questions à ce sujet-là ou des exemples précis, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo et on tentera d'en discuter ensemble parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en opposition sur ces avis et il y a ceux aussi qui avancent. Voilà, à très bientôt.